Mesdames, Messieurs, je suis heureux d'accueillir dans cette salle tous les participants au colloque répondant à l'invitation. L'Afrique continue de vivre une grande partie des conflits de la planète. Il y a plusieurs façons de les dénombrer, mais on peut dire qu'au moins un tiers des conflits en activité à la surface du globe sont en Afrique, qui représente 1/8 de la population et encore bien moins des ressources. Selon les périodes, l'un de ces conflits attire l'attention internationale. Pour le moment, c'est principalement le Sahel, un peu aussi au voisinage la Libye. Et puisqu'il y a un lien entre cette attention internationale et l'action, cela entraîne plus de motivation d'action chez les Européens, parlons de ce que nous connaissons, qui sont toujours ou presque toujours les plus concernés devant les situations de conflit, et par voie de conséquence, plus de mobilisation des institutions compétentes, et d'abord de l'ONU et de ses agences. D'autres de ces zones de conflit viennent sous les projecteurs selon les périodes. Parfois, l'un de ces conflits finit par s'orienter vers une solution et une stabilisation faisant une part à l'équité. C'est un constat positif de cet ordre que nous pouvons en ce moment observer dans le cas de l'Éthiopie et, avec dans la même période, une sérieuse action de rétablissement des relations entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Mais d'autres conflits durables et profonds poursuivent, avec des degrés d'intensité variables, leur cours. Et c'est en revanche presque en permanence que la zone des conflits des Grands Lacs est privée d'attention internationale. Peut-être est-elle, par comparaison, cette année et l'année dernière, un peu moins sanglante qu'elle n'a été à divers moments de la dernière décennie, mais ce sont toujours, et pour l'essentiel sur le territoire de la République démocratique du Congo, des milliers de pertes humaines chaque année. Des violences particulièrement cruelles contre les populations non armées et de multiples atteintes inqualifiables contre femmes et enfants. De multiples confrontations entre milices et groupes armés à forte composante ethnique et tribale. De très importants détournements de richesses, en particulier des ressources tirées des industries extractives, très actives dans l'est de la RDC, tout détournement destiné à continuer le financement de ces armées de guerre civile. Cette profonde crise sécuritaire et humanitaire maintient la RDC dans un état de faiblesse institutionnelle, d'incapacité à protéger son territoire et à développer sa société. Elle contribue largement à installer les institutions de la RDC dans un état de détournement, de non-crédibilité, encore illustré crûment lors de la succession à la tête de l'État. Le prix Nobel 2018, le docteur Denis Mukwege, gagne à la tête de l'hôpital de l'Emera au sud Kivu. C'est très concentré toutes ces années précédentes dans la réparation des blessures de l'appareil génital de femmes victimes de viol. Son discours lors de la réception du prix Nobel le 10 décembre 2018 a mis l'opinion internationale et les responsables politiques devant des responsabilités qui sont écrasantes. Je concentre ce bref propos introductif sur la situation congolaise que je perçois, mais à mon niveau d'information, comme la plus dramatique. Mais cette zone de conflit, avec ses atrocités, est transfrontalière. L'Ouganda, le Rwanda sont aussi, ou ont été, et sont susceptibles de redevenir touchés par cette crise sécuritaire et humanitaire. Les effets de report sur des pays voisins ne sont pas non plus à négliger. Constatons la faiblesse de l'implication de l'Union africaine, dont pourtant on a observé la volonté collective de se
construire progressivement comme une force de rétablissement de la paix. La force de l'ONU, présente de longue date, a vu encore son mandat renouvelé en décembre dernier, mais avec une tonalité de préparation de retrait. La diplomatie française pourra d'ailleurs nous éclairer sur ce point, puisque c'est elle qui rapporte devant le Conseil de sécurité. Pour compléter le tour d'horizon, les juridictions pénales internationales ont accompli des missions et des procédures méritoires compte tenu du contexte dans les conflits de la région, mais il restera des sujets très importants sur le plan pénal à traiter et il faut espérer qu'elles ne se démobiliseront pas. Ça nous paraît, et je donnerai la parole tout de suite après à mon collègue et ami Gérard Longuet, à nous, parlementaires français, et je dirais aussi comme parlementaires d'Europe, ça nous paraît indispensable de chercher à mieux nous informer sur ce contexte de crise et de débattre des actions qui devraient être poursuivies, entreprises ou réorientées pour y rétablir la paix et le droit à l'existence pour les citoyens. En parlant entre Français, en saluant naturellement les participants internationaux, nous avons d'autant plus ce souhait que nous gardons le souvenir et la vigilance à la suite du drame du génocide rwandais de 1994 et des débats politiques, éthiques et judiciaires qui ont suivi, avec la volonté arrêtée, bien entendu, d'assurer la défense de l'intégrité des autorités et des forces françaises qui ont joué le rôle qui était leur devoir dans cette période tragique. Donc, mon rôle est simplement de vous accueillir tous, de vous adresser aux organisateurs, aux intervenants, aux participants, un grand remerciement pour ce moment d'éclairage partagé et de laisser la parole d'abord à mon collègue et ami et successeur et ensuite à l'organisation du premier panel. Merci. Je voudrais, en qualité de sénateur de la Meuse, vous accueillir ici dans cette salle Médicis. Pour organiser un colloque, il convient d'avoir un parrain. Alain Richard et moi-même avons parrainé votre rencontre pour que vous puissiez vous retrouver dans cette salle Médicis du Palais du Sénat afin d'échanger sur un sujet sur lequel ma compétence est parfaitement discutable. Je l'ai fait pour des raisons que je vous expliquerai. Compétence tout à fait discutable parce que je suis un homme politique français qui connaît un petit peu l'international, au point d'ailleurs que mes collègues m'ont confié la présidence du groupe d'amitié France-Russie. Cela n'a strictement rien à voir, directement en tous les cas, avec la région des Grands Lacs. Nous avons deux excellents sénateurs mobilisés sur ce territoire, Mathieu Darnaud et Christophe-André Frassa. C'est pourtant l'ancien ministre de la Défense que je fus, sous l'autorité du président Nicolas Sarkozy, qui a pris la responsabilité de vous accueillir, et je souhaitais le faire. Non pas parce que j'étais compétent personnellement, non pas parce que j'étais compétent par une responsabilité sénatoriale, mais pour une raison plus personnelle liée à mes fonctions qui furent celles d'Alain Richard, de ministre de la Défense. J'ai des contacts anciens, continus et de confiance avec nos officiers, nos militaires, qui sont d'une façon et systématique, avec l'assentiment de l'opinion française, engagés dans ce que l'on appelle aujourd'hui des OPEX, acronyme d'opérations extérieures. Et je n'imagine pas un seul instant que l'on puisse priver l'opinion française, et en particulier l'opinion qui suit l'action publique,
d'une information complète, loyale, transparente, sur la nature de ces engagements, quelles qu'aient été les dates où ces engagements eurent lieu. Je vois dans l'assistance mon excellent ami Michel Roussin, qui a été un grand ministre de la Coopération et un militaire exemplaire. Nous étions ensemble dans le gouvernement d'Édouard Balladur en 1994, au printemps 1994, au début de l'été 1994. Et c'est ce gouvernement, mais c'est le président de la République en France, chef des armées, qui a demandé à nos militaires de mettre en œuvre une opération turquoise. J'ai eu à en connaître, comme j'en suis persuadé mon prédécesseur Alain Richard, des conséquences humaines fortes. Je m'incline devant la tragédie du peuple rwandais. J'imagine l'immense souffrance et l'immense déchirure que furent ces mois de terreur. Mais je voudrais vous dire que nous, hommes politiques français, nous avons le devoir d'accompagner ceux auxquels nous confions des missions et qui doivent savoir qu'en tout état de cause, agissant sur l'ordre du gouvernement de la République, ils ont droit au soutien des républicains que sont, par définition, les parlementaires et a fortiori les ministres lorsqu'ils exercent des responsabilités. C'est la raison pour laquelle, lorsque les militaires ayant participé à l'opération turquoise m'ont sollicité alors que j'étais ministre, je les ai entendus. Et lorsque je ne l'étais plus, j'ai considéré qu'il était mon devoir de leur permettre d'établir des occasions de dialogue, d'échange, quelles que soient les opinions des uns et des autres, sans aucune censure, et en tous les cas sans aucune censure de l'extérieur, parce qu'ils avaient assumé leur mission sur un mandat dont ils n'étaient pas propriétaires et qu'ils n'avaient pas défini eux-mêmes, mais ils avaient le devoir de faire savoir à l'opinion toute la rigueur, toute la loyauté, toute la clarté de l'engagement qui étaient ceux d'un engagement d'un militaire français. Oh, je connais l'histoire de France, comme vous sans doute, et j'en ai la passion. Nous n'avons pas toujours été les plus intelligents ni les plus avisés. Je crois simplement qu'il serait injuste de laisser les militaires seuls assumer la responsabilité d'une décision qui est celle du pays tout entier. Une anecdote, lorsque, comme ministre de la Défense, j'ai été amené sous les ordres du président Nicolas Sarkozy à préparer l'opération libyenne, j'ai évidemment sollicité mon collègue ministre de la Défense allemand pour savoir ce qu'il en pensait. Il m'a dit « Mais tu sais, moi j'en pense ce qu'en pensera la commission de la Défense du Bundestag ». En France, depuis toujours d'ailleurs, parce que le président de la République, y compris sous la Troisième République, était le chef des armées, mandat qu'il n'exerçait pas nécessairement directement. Sous la Cinquième République, il est très précisément le chef de la diplomatie et le chef des armées, et les ministres de la Défense que nous avons été sont là pour mettre en œuvre et non pas évidemment pour décider. Mais a fortiori, nous demandons à des femmes et surtout à des hommes de s'engager. Nous ne pouvons pas les abandonner lorsqu'ils n'ont fait qu'exécuter une mission dans le cadre des instructions qu'ils ont reçues. Et c'est la raison pour laquelle, quoi qu'on en dise, et quelle que soit mon incompétence, j'ai tenu à parrainer ce colloque pour contribuer à progresser par les échanges. Et j'espère que le temps aidant, les échanges seront plus complets. Je cite un de mes prédécesseurs, François Léotard, qui était le ministre de la Défense au moment de la tragédie turquoise, qui a demandé, je crois que c'était en 2004, que soient déclassifiés tous les secrets défense sur l'ensemble des documents. Eh bien, je crois que c'est l'attitude responsable d'un homme de gouvernement, d'un parlementaire qui soutient un gouvernement, de faire en sorte que ceux qui exécutent une mission pour le compte de la République bénéficient du soutien en termes d'information, en termes de transparence, pour établir en quelque sorte la dignité qui fut la leur d'obéir à une mission.
Sinon, il n'y a pas de République. Si la République est à l'amnésie des efforts qu'elle demande à ceux qui la servent, il n'y aura plus de serviteurs de la République et ce sera un grand malheur pour tout le monde, car lorsque l'ordre n'est pas républicain, c'est un désordre sans limite. C'est le propos que je voulais, en introduction, vous dire et vous expliquer donc la raison pour laquelle, avec ceux qui vous ont soutenu, ceux qui vous accompagnent, ceux qui vous retrouveront, ceux qui vous ont éloignés, j'estime que ce devoir d'échange est un devoir absolu pour la solidité de nos institutions républicaines françaises. Et vous pardonnerez mon incompétence, mais je voulais vous aider pour rappeler cela à nos militaires qui nous servent à l'extérieur et sans lesquels l'autorité de la France ne serait pas tout à fait la même.